Je suis heureux d'accueillir Frédéric Bardot pour parler de deux sujets qui sont liés, comme vous le verrez. Euh, les- le réseau Simplon, qui est une initiative originale qui a cru extrêmement vite, et l'art des alliances, que le réseau Simplon a pratiqué pratiquement dès l'origine et qu'il a voulu faire propager au-delà de sa propre expérience. Alors, je remercie Charles Benoît-Essig qui nous a mis sur cette piste dans le cadre de notre collaboration avec le Rameau qui, justement, s'intéresse aux alliances et notamment à l'ODD 17 où il est question d'alliance, sujet sur lequel dont on aura l'occasion de reparler plusieurs fois. Voilà, donc je vous propose de commencer. Et alors, comme Super. d'habitude, vous faites un exposé de trois quarts d'heure, une heure, pas au-delà d'une heure, et après, on vous posera beaucoup de questions. Mm. Mais j'ai hâte de passer à la partie questions, effectivement. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je démarre. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur mon parcours, parce que c'est souvent bien de savoir Oui, à qui on parle et d'où on parle. Donc, moi, je suis Frédéric Bardot, donc j'ai 47 ans, j'ai 5 enfants. Et je suis effectivement passionné de numérique et j'agis dans le domaine du numérique et de l'intérêt général depuis presque 25 ans. Mais les choses n'ont pas forcément démarré aussi facilement que ça. Maintenant que j'ai trouvé ma voie, on va dire, je suis content de pouvoir dire que j'ai trouvé ma voie, mais j'ai un peu erré, j'ai eu des pérégrinations un peu compliquées pour comprendre à quoi je pouvais être utile. Parce que par contre, le sentiment de vouloir être utile, ça, je l'ai depuis toujours. Je ne saurais pas d'où ça vient. Il faudrait faire une analyse psychologique. Mais en tout cas, j'ai toujours cherché à être utile, mais j'ai beaucoup évolué dans à quel moment et dans quel contexte je pouvais être utile. Donc là, aussi longtemps que je puisse remonter, mon rêve de gosse, c'était d'être journaliste de guerre. Donc voilà, c'était le métier que je voulais absolument faire. C'est une drôle d'idée quand on est un enfant de vouloir être journaliste et de couvrir des conflits. Mais c'était ça que je voulais faire. Donc c'est ça qui, pendant mon lycée, on va dire, m'a fait rêver et m'a fait choisir des études de sciences politiques dans le but donc de faire du journalisme et notamment du journalisme de guerre. Euh, Quand j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Toulouse, pour une raison très, très stratégique, Toulouse, parce que j'avais une petite amie toulousaine, et donc je n'ai passé que ce concours-là, et c'est ça qui a décidé que je me retrouve à Toulouse. Donc vous voyez à quel point mes choix stratégiques sont faits sur des critères très objectifs et très universitaires. Donc, je me suis retrouvé à l'IEP de Toulouse et donc là, j'ai assez vite compris que je ne pourrais pas être journaliste de guerre parce que déjà, il faut être un très, très bon journaliste pour être journaliste de guerre et en plus parce qu'il y a très peu de place de journaliste de guerre. Donc, je me suis vite réorganisé dans ma voie et je me suis dit, bah, laisse tomber le journalisme et ne garde que la guerre et donc deviens militaire. Donc, j'ai passé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, pour lequel j'ai été reçu major de la promo 1996. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé mes études à Saint-Cyr et là, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout me plaire parce que je m'étais fait une idée de Saint-Cyr un peu bête, qui était, moi, je pensais que je rentrais directement à l'école de guerre. Et je pensais qu'on allait directement parler de stratégie militaire, directement être sur des niveaux de commandement et d'action qui n'étaient pas ceux d'un officier des armes, on va dire, débutant. Donc, je m'étais un petit peu trompé d'objectif en allant à Saint-Cyr. Donc, j'adore l'armée et d'ailleurs, en quittant Saint-Cyr assez rapidement, je me suis engagé pour une courte période dans un régiment de parachutistes à l'école des parachutistes à Pau. Donc, je ne suis pas du tout dégoûté de l'armée. J'ai adoré la méritocratie, la mixité sociale que je retrouverai que quelques années après avec Saint-Plon. Je vais y revenir. Mais je ne me suis pas du tout projeté dans une carrière militaire parce que j'ai vu qu'en fait, les choses étaient assez, comment dire, normées et qu'il fallait passer tant de temps dans tel poste pour pouvoir accéder à l'échelon suivant. Et ça, je crois que ça, ça frustrait mon côté entrepreneurial ou mon envie d'aller plus vite et peut-être d'aller plus vite que la musique. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, tu tiendras jamais. Donc, j'ai démissionné de Saint-Cyr et j'ai été dans les paras pour faire une courte période d'engagement. Mais donc, je suis pas devenu militaire de carrière. Donc, c'était un petit échec personnel quand même, parce que je faisais la fierté de mes parents à être à Saint-Cyr, mais voilà, j'y suis pas resté.
Et donc là, je me suis reposé la question, à quoi est-ce que tu peux être utile? Et là, immédiatement, je me suis dit, bah, en fait, tu ne pourras pas être militaire, mais ce que tu pourrais faire, c'est être espion. Et donc, j'ai passé le concours spécial de la DGSE, qui est un concours d'analyste, hein, qui permet d'être délégué et de faire de l'analyse à la DGSE. J'ai été reçu brillamment à ce concours, presque major, je crois, en tout cas sur les épreuves écrites. Et là, ce qui a coincé, puisque je ne suis pas devenu espion, sinon je ne vous parlerai pas aujourd'hui, c'est mon dossier d'enquête de sécurité, parce que bien entendu, les gens qui travaillent dans les services secrets sont épluchés, on va dire, et heureusement d'ailleurs, pour regarder ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et moi, il y a quelques petites choses qui bloquaient dans mon passé. La première chose, c'était des comportements, je dirais, un peu stupéfiants que j'ai pu avoir pendant ma vie d'étudiant. Voilà, donc ça ne cadrait pas bien avec un dossier de futur espion. Et aussi parce que à Sciences Politiques, je m'étais beaucoup intéressé à l'activisme, au mouvement d'extrême gauche, et j'ai pu participer à des manifestations, voire à des jets de pierre sur les forces de l'ordre, dans le cadre de manifestations anti-G8. Donc voilà, dans les années 90, où l'altermondialisme était très virulent. Et ça, c'était assez rédhibitoire pour mon dossier d'enquête de sécurité pour être espion. Donc, les colonels qui m'ont fait passer l'entretien oral m'ont dit que ça allait pas être possible pour moi d'être espion, mais que j'avais un profil très intéressant, mais que ça cadrait pas avec la DGSE. Donc, voilà, c'était encore un nouvel échec. Et donc là, j'ai été assez déprimé parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me permettait de m'investir et d'être utile. Et donc, j'étais un peu dépressif à cette époque-là. Et donc, j'ai fait comme souvent, j'ai pris le premier job qui passait sous ma main. Et c'était un stage dans une agence de communication pour faire la communication du salon Eurosatori, qui est un salon d'armement. Comme je connaissais bien les problématiques liées à l'armement et à l'armée de terre, voilà, ils m'ont choisi comme stagiaire pour faire des communiqués de presse sur les chars Leclerc, les missiles, les choses comme ça. Et c'est là que j'ai fait une rencontre incroyable, puisque dans le bureau du stagiaire de cette agence de communication, donc là on est en 1997, hein, donc je vois à l'auditoire que vous voyez très bien quelle époque ça pouvait être. Et dans le bureau du stagiaire, il y avait le seul poste informatique connecté à Internet de toute l'entreprise, donc qui était juste à côté de moi. Donc je m'étais jamais connecté à Internet avant. Et, il se trouve que j'en avais quand même beaucoup entendu parler, ça me démangeait pas mal. Et donc, c'est à ce moment-là, dans cette entreprise, dans le bureau du stagiaire, que j'ai fait ma première connexion à Internet. Et, et donc, vous voyez aussi que on n'a pas tous le même âge, mais vous avez connu comme moi un monde sans Internet. Et maintenant, il y a un monde avec Internet. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes connecté à Internet, mais moi, ça a été c'est pas une révélation divine, hein, je ne vais pas exagérer, mais ça a été très marquant, très frappant. Je me souviens vraiment, c'était le 3 septembre 1997 à midi. Hein, j'ai attendu que tout le monde aille faire sa pause déjeuner. Et là, je me suis retourné vers le Macintosh qui était à côté de moi, et j'ai posé mes mains sur le clavier et j'ai lancé le navigateur. Et là, je me suis connecté à Internet pour la première fois, et ça a été physique, quoi. Ça m'a fait quelque chose dans le ventre. Je me suis dit, ce truc est incroyable, c'est sans fin, ça va changer le monde, j'en suis sûr. Je veux tout connaître de ce réseau-là, je veux me perdre dedans, je veux savoir comment il est né, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, j'ai eu le sentiment que ça allait être incroyable. Mais donc, je me suis laissé aspirer par le réseau Internet, voilà, à cette première connexion. Et j'ai eu une pensée un peu bizarre. J'ai eu une pensée un peu à la Star Wars. Donc, j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose de très puissant, et que les forces obscures du mal allaient s'en emparer, et qu'il faudrait aussi que les forces obscures, non obscures du bien puissent faire quelque chose d'intelligent avec ce réseau. J'ai tout de suite vu son potentiel de subversion, son potentiel de business aussi. Ça, je l'ai senti très tôt. Et j'ai bien vu au premier balbutiement du réseau qu'il y avait ce tiraillement entre est-ce que ça sert à changer le monde, à faire des logiciels libres, à
à connecter les gens, à diffuser du savoir, comme le voulaient les universitaires, ou est-ce que ça sert à vendre, je sais pas, plus de voitures, plus de trucs inutiles, et est-ce que ça va servir aussi à surveiller les gens? Donc j'ai eu cette conscience intime qu'il y aurait certainement deux camps et qu'il y aurait des gens qui s'en serviraient pour faire comme d'habitude et d'autres qui s'en serviraient peut-être pour changer le monde. Et je me suis dit, à ce moment précis, ça y est, tu as trouvé ton truc et c'est ça en fait qui va t'animer, c'est utiliser ce nouveau continent, là, cette nouvelle technologie pour changer le monde. Donc ça, c'était un truc très idéaliste, hein, comme d'habitude avec moi, mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Et là, je n'ai eu de cesse depuis que de me perdre dans ce réseau, d'en comprendre les arcanes, la culture, les codes, les usages, de voir comment ça pouvait être utile pour des organisations, pour des individus. Et c'est ça le trait commun en fait depuis 1997, donc depuis 24 ans. C'est ce que je fais, c'est ce qui occupe le plus clair de ma vie, de mes passions de mes actes professionnels. Et ça s'est passé en 2 temps. Donc la première partie de ma carrière, ça a été plutôt comment Internet peut être utile aux associations, aux fondations et aux ONG. Donc ça a été, c'est ce que j'ai fait de 1997 à disons 2005. Et donc là, j'ai travaillé dans des agences de communication, de marketing. J'ai créé moi-même une agence de communication dédiée à comment utiliser Internet pour aider les ONG, l'intérêt général et les associations. Donc, j'ai travaillé pour les plus grosses et les plus belles et les plus petites et les plus anonymes associations, fondations. J'ai travaillé pour Greenpeace, pour la Fondation de France, pour la Fondation Abbé Pierre, l'UNICEF, la Croix-Rouge, Human Rights Watch, donc plein de gens comme ça, uniquement sur cet aspect de comment Internet peut vous aider à trouver des sous, à trouver des bénévoles, à faire du plaidoyer, à faire de la communication. Donc ça, c'est devenu ma spécialité professionnelle, tout ce qui est aux carrières de la communication, du marketing et d'Internet. Et donc, je me suis éclaté comme un petit fou parce que les ONG n'étaient pas très, très numériques en 97 et elles ne le sont pas toujours, même encore aujourd'hui. Et donc, ça a été voilà, mon premier terrain de jeu. Et ça a été incroyable parce on a pu accompagner la transformation numérique d'ONG et de fondations et faire des choses incroyables. Donc, j'ai des exemples bêtes, hein, mais j'étais à la Fondation de France le 11 janvier quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Et donc, immédiatement, j'ai acheté des mots-clés sur Internet pour diriger la générosité des gens qui étaient frappés par ce séisme vers le site de la Fondation de France. Et je crois qu'on a collecté 1 ou 2 millions d'euros en quelques semaines en achetant des mots-clés sur Internet. Donc, des moments comme ça où le fundraising, le plaidoyer, la communication des ONG, c'est digitalisé. Donc, on a accompagné ça et c'était super passionnant. Donc, ça, c'était la première partie de ma vie professionnelle. Après, j'ai eu un moment un petit peu bizarre en 2010, puisqu'en 2010, c'est le moment où un jeune Tunisien s'immole par le feu sur un marché, Sidi Bou Saïd, et déclenche la révolution de Jasmin, hein, et les printemps arabes. Donc c'est ce moment où aussi apparaît dans l'actualité une figure un peu spéciale qui s'appelle les Anonymous. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, c'est pirates masqués, c'est hackers voilà, qui essayent de mettre un petit peu de bazar sur Internet. Donc, j'avais déjà entendu parler des Anonymous parce que je suis un geek et ils existent sur Internet depuis 2005, en fait, 2005-2008. Mais là, on les voyait arriver dans l'actualité, se mêler des printemps arabes, soutenir le mouvement Occupy Wall Street, hacker le site de la CIA et du FBI, voler au secours de Julian Assange aussi, dont le site avait été fermé par le FBI et par la NSA, hein, Wikileaks. Donc, c'est une période d'agitation sur Internet chez les geeks qui était très, très forte. Et donc, ces pirates masqués d'Anonymous commencent à se faire connaître. Et je ne sais pas comment vous dire, moi, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Je veux absolument comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne Anonymous, est-ce qu'il y a un chef, comment se montent leurs opérations. Et donc, j'ai un peu arrêté de dormir à cette époque-là. Et la journée, je faisais mon métier de communicant pour les ONG. Et la nuit, j'étais sur les forums d'Anonymous. Je regardais tout ce qu'ils postaient, toute leur production de contenu pour comprendre en fait de quoi il s'agissait et de quoi ils retournaient. Et ça a été un moment incroyable. Et j'avais l'idée qu'en fait, la manière dont Anonymous travaillait, ça pouvait aider
les ONG, ça pouvait les inspirer. On pouvait utiliser Internet aussi pour faire un peu comme Anonymous et mettre un peu de bazar et utiliser la technologie pour faire avancer des causes et des sujets. Et donc, je rêvais en fait que les ONG et Anonymous pas fusionnent, mais en tout cas travaillent ensemble pour faire avancer des sujets. Et c'était complètement idéaliste et complètement fou rétrospectivement. Et donc, j'ai même organisé en 2011 une rencontre entre certains Anonymous et Oxfam, Greenpeace, des ONG assez militantes. Et ça s'est super mal passé. Je rêvais encore d'une alliance, là encore, mais c'est une alliance qui était trop contre nature à l'époque, puisque Anonymous se voyait pas du tout travailler avec des ONG qui traitaient de fonctionnaires du caritatif, de marketeurs des causes. Ils n'aimaient pas le côté on tracte dans les rues pour choper des dons. Ils n'aimaient pas le côté marketing. Enfin bon, ça leur allait pas du tout. Et côté Greenpeace, Oxfam et ces mouvements un peu militants, eux, ils étaient rebutés complètement par l'anonymat et le fait que les Anonymous donc, sont masqués et on va dire qu'ils n'assument pas publiquement et juridiquement leur cause. Et donc, en fait, pour eux, c'était complètement contre nature par rapport à une action militante. Et donc, en fait, ils se sont engueulés pendant la réunion et tout le monde est parti chacun dans son coin, un peu fâché. L'histoire m'a donné un peu raison, puisque quelques années après, Anonymous et Greenpeace ont fait des opérations ensemble contre BP, contre Total, contre Shell, dans le cadre d'une opération sur l'Arctique. Et donc, bon, voilà. Mais bon, le génie des alliances n'avait pas du tout fonctionné là, sur cet aspect-là. Et complètement par hasard, j'ai rencontré une maison d'édition qui cherchait quelqu'un pour écrire le premier livre sur Anonymous en français. Et donc, je me suis retrouvé avec un de mes acolytes à écrire ce premier livre sur Anonymous, qui a eu un énorme succès puisque Anonymous défrayait la chronique. Et donc, en fait, j'ai été invité sur tous les plateaux télé pour parler d'Anonymous. Et donc, dire effectivement et confirmer qu'Anonymous n'a pas de chef, que c'est vraiment un collectif qui n'a pas d'unité idéologique, qui c'est pas un parti politique, c'est pas une ONG, il n'y a pas deux Anonymous qui se ressemblent, il n'y en a pas deux qui peuvent se mettre d'accord sur le même sujet d'ailleurs, mais que la force de frappe qu'ils ont en commun quand ils désignent un objectif commun et un ennemi commun, elle est par contre assez incroyable. Donc voilà, j'ai été fasciné par cette mouvance-là. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est que j'ai découvert ce que c'était vraiment que les hackers. Donc, c'est des gens qui ont des compétences techniques qui sont très, très puissantes pour faire le bien ou pour faire le mal, d'ailleurs, puisqu'il y a les deux derrière le masque d'Anonymous. Mais j'ai découvert aussi que les gens qui ont ces compétences-là, les hackers, comme on les appelle, ne sont pas forcément des gens qui sont enclins à les partager ou à les démocratiser. C'est-à-dire que je m'engueulais entre guillemets beaucoup avec les Anonymous en leur disant mais les gars, vous avez des pouvoirs magiques là, vous savez coder, vous savez hacker des sites, partagez-le. Il y a plein de gens qui ont besoin de ces pouvoirs-là, il y a plein de gens qui peuvent être développeurs, administrateurs réseau, il y a plein de travail dans ces métiers de l'informatique et pour le coup, si vous transmettez ce que vous savez, en fait, vous allez aider plein de gens. Et ils étaient hyper récalcitrants à l'idée de transmettre, de démocratiser. Ils étaient dans une logique un peu d'aristocrate du numérique et de dire bah non, nous on a galéré pour avoir nos compétences, ils n'ont qu'à faire pareil que nous, quoi. Ils ont qu'à galérer et ils ont qu'à apprendre par eux-mêmes. Donc j'étais choqué par ça parce que je me disais que c'était vraiment un levier de pouvoir très très fort d'avoir ces compétences-là. Et vous me voyez venir un petit peu, mais quelques années après, je donnais des cours d'innovation numérique au CELSA, là, l'école de communication et de journalisme qui dépend de la Sorbonne. Et j'ai eu des étudiants qui, à la fin d'un cours, sont venus me voir en disant « Oui, on sait que vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, on a une idée d'entrepreneuriat dont on voudrait vous parler avec des modèles économiques compliqués. On pense que ça peut être intéressant pour nous discuter avec vous. » Et là, en fait, ces trois étudiants m'ont raconté simplon. En fait, ils m'ont raconté que aux États-Unis, il existait des centres de formation un peu particuliers qui permettaient de prendre des débutants et de les former au métier du code, de la programmation informatique en quelques semaines, que ça marchait beaucoup, que ça se multipliait, que les startups, le monde du numérique, en fait, avaient besoin de recruter des développeurs et des gens avec des profils technologiques, mais qu'ils n'en trouvaient pas parce que l'université, les écoles n'en produisaient pas assez. Et donc, il y avait un décalage entre l'offre et la demande et que ça créait en fait une formidable possibilité
de trouver des jobs et de créer des jobs et de faire de l'insertion professionnelle pour des gens qui n'étaient pas obligatoirement des geeks, pas obligatoirement bons en maths, et que ça pouvait être un moyen en fait massif de faire de l'insertion professionnelle pour des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Et écoutez, ils m'ont raconté ça. Je leur ai dit, mais c'est super votre projet, c'est génial, comment vous allez faire? On va faire une école gratuite et on va demander à des chômeurs de suivre nos formations. Et comme il y a du travail dans le numérique, en fait, ils vont trouver du travail. Mais ça me paraissait complètement magique et complètement fou comme idée. Et donc, je leur ai posé plein de questions et ils n'avaient aucune idée du modèle économique qu'il fallait adopter pour former gratuitement ces gens-là. Et ils ne connaissaient rien à la formation professionnelle. Et je voyais qu'ils étaient un peu en galère. Et donc, je leur ai dit, bah, si vous voulez, je vais vous donner un coup de main pour monter votre projet. Et en fait, de donner un coup de main, de donner un doigt, un bras, tout est venu en même temps. Et en fait, on s'est retrouvés à monter Simplon ensemble, au tout début de 2013. Et sur une idée complètement folle, hein, qui était d'adapter ces centres de formation américains et de proposer des formations gratuites à des chômeurs sans prérequis, sans diplôme, uniquement sur la base de leur motivation. Et cette idée-là, moi, elle me parlait beaucoup, mais elle était complètement folle. Et elle était, disait à l'époque que c'est devait être un projet dans l'économie sociale et solidaire, dans l'ESS. Et comme c'était gratuit et qu'on n'avait aucune idée du modèle économique entre nous, on plaisantait, on disait c'est pas l'ESS, c'est l'économie sociale et suicidaire. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment on va monter notre truc. On n'a pas d'idée du modèle économique. On avait 10 000 euros de fonds propres. C'est tout pour monter notre truc. Mais on se voyait déjà conquérir le monde et avoir des écoles partout. Donc ça, c'est comme ça que ça a démarré. Et avant de sortir du bois et d'annoncer Simplon et de monter notre première école, hein, il fallait qu'on trouve un banquier, il fallait qu'on trouve des locaux. Enfin, je ne vous raconte pas l'entrepreneuriat, vous connaissez ça. Et il est arrivé un truc assez fou. C'est exactement à ce moment-là que s'est lancée l'école 42 de Xavier Niel. Ce milliardaire très connu dans le monde de la tech a mis 10 millions d'euros de sa poche dans une association pour monter en fait exactement la même chose que nous. Donc l'école 42, donc une école gratuite d'informatique pour former des chômeurs. Et en fait, nous, on a pris ça comme un coup de poing dans le ventre, hein. On s'est dit, mais nous, on a 10 000 euros de fonds propres et on veut monter la même chose que Xavier Niel avec ses 10 millions d'euros. Et on s'est dit, on est mort, en fait, il va nous balayer. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah bah Simplon, bon, vous n'êtes pas Xavier Niel et moi, je ne suis pas milliardaire, mais par contre, vous avez eu la même idée et en fait, vous allez répondre aux mêmes besoins. Et il y a tellement de besoins qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, l'école 42, c'est assez différent de Simplon, hein. C'est plus long, plus élitiste. Nous, c'est très, très inclusif. C'est sur des formats très courts. Et donc, en fait, on a été propulsé avec l'école 42 en même temps dans quelque chose qui est devenu presque une filière, puisqu'en fait, tout le monde a eu cette même idée au même moment. Donc, vous me voyez venir sur les alliances, mais là où on aurait pu dire 42 est un concurrent, et puis il y avait aussi le wagon à l'époque, Webforce 3, il y a plein de gens en fait qui ont eu la même idée au même moment. Et au lieu de se dire on ne se parle pas et on est tous concurrents, en fait on s'est tous mis ensemble et on a monté des choses ensemble. C'est-à-dire qu'on a grandi ensemble et on a surfé la même vague. Et donc on a commencé à s'allier dès le début, alors que c'était on va dire une filière qui était en balbutiement et en déploiement. Et donc, on a fait le premier génie des alliances, hein, pour reprendre en toute modestie le thème, c'est qu'on a été voir l'État et avec l'État, on a inventé un mécanisme de subvention et une politique publique qui n'existait pas et qui nous permettait de nous financer, nous, Simplon, mais aussi tous les gens qui faisaient la même chose que nous. Et donc, on a inventé comme ça avec l'État, dès 2014-2015, la grande école du numérique, qui est donc quelque chose qui existe maintenant, qui a pignon sur rue, qui est un groupement d'intérêt public, qui a des financements nombreux du ministère du Travail, de Pôle emploi, du mécénat d'entreprise, et qui est un dispositif de sélection, de labellisation et de financement de tous les organismes de formation gratuits qui forment au numérique des personnes éloignées de l'emploi avec un taux minimum de 30% de femmes, parce que je vais y revenir, malheureusement, le numérique est quelque chose qui, en France, en Europe et aux États-Unis, on va dire
un petit peu trop genré, hein. On manque complètement de femmes dans ce monde-là. Il n'y a que 15% de femmes dans les métiers techniques du numérique, alors qu'il y a énormément de jobs, énormément d'opportunités. C'est un milieu, là aussi je vais y revenir, j'avais découvert ça avec Anonymous, qui est très très macho, en fait, le numérique. En tout cas, en Europe et en Amérique du Nord. Si vous allez au Maroc, en Corée, en Inde ou en Chine, un développeur sur deux, c'est une développeuse. C'est vraiment très culturel. Mais la grande école du numérique voulait pousser la féminisation, comme nous, des métiers du numérique, et aussi le fait de proposer ces formations à des jeunes des quartiers, des gens qui décrochent du système scolaire, hein, comme il y en a beaucoup, vous le savez. Et donc, on a dès le début fait alliance entre nous et fait du plaidoyer pour déclencher un nouveau mécanisme de subvention et de commande publique, donc une espèce de drôle d'alliance, hein, publique-privée, qui s'appelle la Grande École du Numérique. Donc ça a été la première alliance très très marquante auquel on a participé, et ça nous a permis de nous lancer. Donc on a commencé avec une première école à Montreuil, et assez rapidement, là aussi, on a été contacté par plein de gens en France et à l'étranger pour dire bah, c'est super ce que vous faites à Saint-Plon, mais vous êtes qu'à Montreuil, quand est-ce que vous arrivez chez moi, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Roumanie, dans le Limousin, dans les Côtes d'Armor, en PACA. Tout le monde nous a appelés en disant on veut répliquer votre modèle. Et nous, on avait, bah, comme je vous disais, 10 000 € de fonds propres, pas d'idée du modèle économique de Saint-Plon, et donc la raison aurait voulu qu'on dise à ces gens, bah, attendez, on ne sait pas encore comment financer notre truc, on débute, donc dès qu'on a trouvé un peu la recette, on vous la transmet et on fait de la réplication. Il n'y a pas du tout, on n'a pas du tout fait comme ça. On a dit, ah bah c'est super, si vous voulez faire pareil que nous, on peut essayer de le faire ensemble, on peut vous aider, on peut franchiser notre modèle, alors que le modèle n'existait pas encore, hein, qu'il n'était même pas stable, qu'on a commencé à franchiser notre modèle. Donc là aussi, c'est cette volonté de partager, d'être en alliance, d'aider d'autres porteurs de projets et de mutualiser les moyens avec eux. Donc, on a inventé un système de franchise sociale dès le début de Simplon, alors même que notre modèle économique n'était pas stable et qu'on ne savait même pas trop où on allait, nous. Et ça a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que Simplon s'est répliqué comme une traînée de poudre dans plein de territoires à l'étranger. Et cette volonté de réplication et d'alliance, elle a été tout de suite détectée et encouragée par des génies des alliances, hein, parce que eux, c'est vraiment des génies des alliances. Donc, on a été tout de suite, on a intégré le réseau Ashoka, qui doit être connu de la plupart d'entre vous, hein. C'est une Oui. ONG, voilà. Donc, tout de suite, moi, je suis devenu Fellow Ashoka en 2015. Et là, on a commencé à faire des alliances entre Fellow Ashoka, à se déployer. Tout de suite, on a été repéré par d'autres petits malins et génies des alliances que vous connaissez aussi, qui sont la Fondation La France s'engage et le programme de La France s'engage, hein, à l'époque, qui était un programme qui était géré par l'Élysée et par François Hollande. On a été lauréat de la première vague de La France s'engage en 2014 avec un projet simple, comment répliquer Simplon dans les territoires le plus possible en franchise. C'est-à-dire qu'on a choisi notre modèle de réplication principal, c'est pas je m'implante, c'est je trouve un partenaire local, je lui transfère mon savoir-faire, je fais alliance avec lui, et comme ça, on fait des choses ensemble. Et ça nous a immédiatement boosté. On a été aussi repéré par un programme philanthropique qui est assez, assez clivant. Il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Nous, on est assez fans. Hein. C'est la Fondation EPIC d'Alexandre Mars qui nous a aussi pris dans son programme et qui nous a complètement fait changer d'échelle. Hein. Donc, la Grande École du Numérique avec l'État, Ashoka, La France s'engage et EPIC, entre 2014 et 2015, ça a fait exploser Simplon. C'est-à-dire qu'on avait d'une école à Montreuil, on est passé à 5, à 12, et 2 ans après, on était déjà à 50 écoles. Donc ça a été une hyper-croissance très très forte, et donc on a couvert le territoire et aussi ouvert à l'étranger des écoles Simplon en alliance et en partenariat. Et maintenant, pour donner la photo finale, hein, et je vais y revenir, on a 133 écoles dans 23 pays, et 70% de ces écoles-là sont en alliance avec un partenaire local. C'est-à-dire qu'elles ne s'appellent même pas Simplon, ça peu importe le nom, on s'en fiche, on ne fait pas du marketing, on n'est pas un McDonald's, hein, on ne fait pas de la franchise pour mettre notre logo partout. Mais par contre, elles utilisent toute la méthode Simplon,
Et il y en a dans des quartiers politiques de la ville, il y en a dans les zones rurales, voire très, très rurales. Il y en a à l'étranger, il y en a en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde, en Colombie, en Corée. Il y en a une dans le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient, qui est en Jordanie, à la frontière syrienne, qui s'appelle Zaatari. Donc, il y a un camp énorme, hein, où il y a des millions de personnes qui passent, et dedans, il y a une école Saint-Plon. Il y en a à Dakar, voilà, à Youssoufia et à Safi avec nos amis d'OCP. Là aussi, la volonté, c'était de faire alliance avec des territoires très complexes et pas juste d'être dans les grandes villes de France ou dans les grandes capitales européennes. Donc, on a monté et il y a des écoles Saint-Plon dans des endroits où jamais vous iriez ouvrir une école d'informatique. On a un Saint-Plon à Pont-en-Royan, dans le Vercors, à Saint-Léonard-de-Noblat, à côté de Limoges, à Auters-sur-Dronne, en Charente-Sud, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Tulle, enfin, à Lunel, à des endroits vraiment où il y a des gens qui sont en difficulté et peut-être c'était pas le plus intelligent en termes de business de monter une école, mais nous on pense que c'est là qu'il faut faire porter l'effort. C'est dans les quartiers difficiles auprès des publics en difficulté qu'il leur faut une école en bas de chez eux. C'est pas juste Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et puis hop, basta quoi. Donc on a comme ça étendu ce réseau et il continue de s'étendre. On a, la semaine dernière, pour l'anecdote, on a eu 2 demandes de contact pour voir des écoles Saint-Plon, une au Fidji. Il faut qu'imaginer une école Saint-Plon au Fidji. Je pense qu'il y a, je sais pas combien il y a d'entreprises du numérique au Fidji, mais en tout cas, voilà, ça pourrait être assez sympa. Et l'autre, c'est l'inauguration qu'on a faite cette semaine. On a ouvert à Erevan, en Arménie, euh, une école de 50 personnes, dont la moitié des apprenants sont des personnes qui sont en difficulté liées au conflit qui a eu lieu dans le Haut-Karabakh. Et donc, en fait, voilà, on a des gens démobilisés de cette guerre-là. En Colombie aussi, on a des apprenants qui sont issus des FARC et dans la logique de réconciliation nationale. On a des personnes réfugiées, beaucoup en France et aussi à l'étranger. 10% des gens qu'on forme sont des réfugiés, 10% des gens qu'on forme sont des personnes en situation de handicap. 50% des gens qu'on forme ont décroché du système scolaire et ont moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment, Saint-Plon, c'est une école pour les publics les plus éloignés, dans les territoires les plus compliqués, et elle est intégralement, bien sûr, gratuite et ouverte à tous. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de test de niveau, c'est que la motivation et l'appétence qui permettent d'entrer dans les écoles Saint-Plon. Donc ça, c'est vraiment notre activité principale. Et toutes les choses qu'on fait, en fait, sont toujours en partenariat public-privé. Donc, nos meilleurs amis, c'est Pôle emploi, c'est les régions, c'est les branches professionnelles, les entreprises, les associations qui détectent les jeunes, les personnes en situation de handicap, les réfugiés. Il n'y a rien qui ne soit pas fait en alliance ou en partenariat à Saint-Plon. Le sourcing, la formation, le placement, tout ça, c'est toujours des partenariats. Et quand on a des programmes spéciaux, comme sur, par exemple, je sais pas, les réfugiés, et ben là, le premier réflexe, c'est de dire, si on monte un programme pour les réfugiés à Saint-Plon, et ben, je vais voir tous mes copains qui travaillent sur les réfugiés chez Ashoka, à la France s'engage et à EPIC, et on monte le programme ensemble. Donc, le programme réfugiés de Saint-Plon, il est en partenariat avec Singa, avec la CIMAD, avec France Terre d'Asile, avec tous les gens qui travaillent sur cette question. Et si je prends notre programme pour les femmes, il y a 43% de femmes à Saint-Plon, alors que d'habitude, c'est 15%. Et ben, ce programme femmes, on l'a monté avec les entreprises qui sont engagées sur ces questions, avec des réseaux de femmes, avec des associations, avec des prescripteurs qui sont spécialisés. On fait tout, on va dire, j'allais dire en mafia, mais c'est pas forcément très positif, mais ça résume bien tout en bande, en fait, en meute et en alliance. Ça, c'est toujours le cas. Et l'autre exemple qui est très caractéristique de notre manière de fonctionner en alliance, c'est donc le fait qu'en 2014, j'ai publié un deuxième livre qui s'appelle Lire, écrire, compter, coder, et qui en fait voulait faire pression un petit peu sur le ministère de l'Éducation nationale pour intégrer l'apprentissage de l'informatique et du code dans les programmes scolaires. Et là aussi, j'ai écrit ce livre-là, mais on a été plein à pousser, l'INRIA, plein d'associations, on a tous poussé en même temps, et en fait, ça a intégré les programmes scolaires. Et maintenant, il y a des cours de code et de numérique du CP
à la 5e dans les programmes scolaires et les profs sont en train de se former au fur et à mesure pour pouvoir déployer ces choses-là. Et ça, on l'a fait en coalition, là aussi. On l'a fait en meute. Donc, on a travaillé avec des grandes entreprises du numérique comme Microsoft, Google, des associations d'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement, les petits débrouillards. On a fédéré tous les acteurs, les DAN, donc qui sont les délégués d'action au numérique éducatif dans les rectorats. Donc, on n'a pas travaillé contre l'éducation nationale, on a travaillé avec eux, avec les associations, avec les entreprises. Et ce mélange un peu disparate, c'est ça qui a fait qu'en fait, on est passé à l'échelle et qu'on a pu déployer, on va dire, et accompagner le déploiement des cours de code à l'école auprès des enfants. Et maintenant, tous les enfants, à partir du CP jusqu'à la 5e, ont des cours de numérique et des cours de coding. Donc ça, c'est un autre exemple d'alliance. Et l'autre exemple, c'est que donc Simplon est une entreprise sociale, une ESUS, une entreprise sociale d'utilité solidaire, mais elle a créé depuis le début aussi une fondation et elle a créé aussi une association. Donc en fait, déjà Simplon, c'est pas juste Simplon, c'est une alliance de 3 structures entre une entreprise sociale, une fondation et une association qui agissent de concert pour démultiplier l'impact de nos programmes. Et donc, quand c'est un programme philanthropique, d'intérêt général, ça passe par la fondation. Quand c'est un programme qui est lié à de la formation professionnelle, à une commande publique ou à une prestation, on le traite avec l'entreprise sociale. Et quand il faut opérer des programmes d'intérêt général, on a une association. Donc là aussi, nous-mêmes, on est une alliance à nous tout seuls, puisqu'on est une alliance de plusieurs structures qui concourent en fait au même objectif d'impact. Et ça, on a cherché à l'open sourcer, à le partager, parce que tout le monde dans l'économie sociale et solidaire cherche une manière intelligente de faire cohabiter tous ces leviers-là. Le levier entrepreneurial, le levier d'intérêt général, le levier des associations, à hybrider les modèles économiques, à mixer les parties prenantes. Et comme nous, on a poussé ce système-là à son extrême limite, on a voulu tout de suite le partager. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé au MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui s'appelle maintenant le mouvement Impact France. Donc, j'ai été au bureau, administrateur, j'ai beaucoup poussé ces sujets d'hybridation et je suis la personne qui a eu cette très, très mauvaise idée de créer les universités de l'économie de demain, les universités d'été de l'économie de demain, qui maintenant sont installées dans le paysage. Au début, c'était la contre-université d'été du MEDEF. On en avait marre que toutes les fins août, c'était le MEDEF qui donnait le ton en disant bah voilà, tous les ministres allaient à l'université d'été du MEDEF, tout le monde parlait de la rentrée et tout ça. Et moi, j'en avais marre. Je disais, mais pourquoi on n'a pas notre université d'été, nous aussi, on est capable de la faire, comme le MEDEF. Et donc, cette idée est partie comme ça. Et j'ai embarqué mes amis du MOVE et du Mouvement Impact France là-dessus. Donc, la première année, ça a été dur. La deuxième année, c'était le Covid. Et là, la troisième année, ben voilà, il y avait le journal du dimanche titré les 2 rendez-vous à ne pas rater de cette fin d'été, c'est l'université d'été du MEDEF et l'université d'été de l'économie de demain. Et donc maintenant, on a des ministres, on a Emmanuel Faber qui vient de parler, alors qu'avant, il ne parlait qu'à l'université d'été du MEDEF. Et donc, on a monté cet événement en coalition. Et là, on réunit tout le monde, l'économie sociale et solidaire, les entreprises à mission, les entreprises à impact, les Bicorp, des TPE, PME qui sont engagés sans label. C'est tout le monde de l'impact qui se réunit maintenant une fois par an à cette université d'été. Deuxième exemple, la Tech for Good. Alors ça, c'est le mot à la mode en ce moment, c'est la Tech for Good. Donc, il y a un sommet de la Tech for Good avec Macron à l'Élysée. Les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft parlent de Tech for Good. La Tech for Good, c'est comment utiliser la technologie pour changer le monde. Donc, moi, je considère que je fais de la Tech for Good depuis 24 ans. Donc, je n'ai pas attendu que ce soit à la mode. Mais il n'y avait pas de fédération et de syndicat de la Tech for Good en France. Il y avait un syndicat de la French Tech, il y avait des gens au MOVE qui faisaient de l'économie sociale et solidaire, mais il n'y avait pas un rassemblement dédié aux gens qui utilisent la technologie pour changer le monde et pour servir les objectifs du développement durable. Et ben, on a créé ça. Et moi, notamment, on a créé Tech for Good France et on a fédéré comme ça les startups, les associations qui utilisent la technologie pour changer le monde en lien avec le référentiel des objectifs de développement durable. Encore un exemple d'alliance et de choses collectives. Et dernier exemple, et après je laisserai la place aux questions.
Le Covid a montré que, heureusement que le numérique était là, parce que heureusement qu'on est en Zoom aujourd'hui, heureusement qu'on avait ça, mais il y a entre 15 et 18 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec le numérique. Donc 18 millions de personnes, c'est presque 20% de la population, c'est pas l'épaisseur du trait. Ça veut dire qu'il y a un Français sur 5 qui peut pas aller sur Zoom ou qui est mal connecté, mal équipé, dans une zone blanche, qui n'a pas les compétences, les usages, et qui est donc en difficulté pour aller sur Zoom, mais surtout pour payer ses impôts, pour s'inscrire à Pôle emploi, pour aller sur amélie.fr, pour changer son permis de conduire, parce que maintenant, tout est dématérialisé, tout est numérique. Et donc, en fait, cette fracture numérique et cet illettrisme numérique, hein, il y a même un gros mot qui dit l'électronisme. Donc, l'électronisme, c'est l'illettrisme du numérique. Et ben, cet électronisme, nous, en tant que geeks, il nous est insupportable. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas l'idée que la technologie soit faite pour changer le monde et qu'il y ait 20% des gens qui en soient exclus. C'est un truc, ça me révulse complètement. Et donc, on a forcément, là encore en alliance, avancé sur ces sujets et participer à la création d'une filière et d'un mouvement qui fédère les acteurs qui luttent contre la fracture numérique et qu'on a, on va dire, rassemblé dans une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, donc une coopérative, là encore quelque chose de collectif, qui s'appelle la MEDNUM, MEDNUM pour médiation numérique, et qui existe depuis plusieurs années, dont je suis administrateur, et dans lequel il y a l'État, les collectivités locales, les associations, les gens qui travaillent dans l'inclusion numérique comme nous. Et voilà un autre exemple d'alliance en fait, qui fait qu'au-delà de nos différences et parfois de nos concurrences, on avance sur un plaidoyer, sur un agenda commun pour pouvoir faire avancer ces choses-là. Et avant de démarrer les questions, il y a je bassine tout le monde dans l'écosystème. Charles Benoît, Laura Rameau, plein de gens le savent, donc ils vont encore à nouveau entendre ça. Cette histoire d'alliance, elle est stratégique. Moi, je pense qu'on ne peut pas déployer de l'impact si on est chacun dans son couloir de nage et si chacun tire dans son coin et que, en fait, on ne travaille pas plus ensemble. Il faut hybrider les modèles juridiques, il faut hybrider les financements, il faut que les acteurs travaillent ensemble, il faut du mécénat collectif, il faut des partenariats publics-privés, non marchands. Tout ça, c'est très, très important, mais il y a d'énormes freins culturels, juridiques, fiscaux, d'ego aussi, beaucoup, qui empêchent les gens de travailler ensemble. Et ça, moi, je rêve depuis des années qu'il y ait une fondation, par exemple, qui s'occupe uniquement de faire travailler les gens ensemble et qui finance la coopération, l'ingénierie pour articuler les gens. Je sais que ça existe de manière disparate dans certains programmes. Je sais que le Rabo et d'autres acteurs travaillent beaucoup à ces sujets-là, mais je pense qu'il faut faire passer à l'échelle les acteurs qui passent à l'échelle en coopérant ensemble. Il y a un mécanisme, on va dire, il y a quelque chose à craquer là, qu'on n'arrive pas à craquer. Et c'est l'ODD 17, bien entendu. Mais comme je suis quand même un communicant, et je ne me referai pas là-dessus, j'ai trouvé une formule un peu choc là-dessus. C'est pour les gens qui sont cinéphiles et qui aiment bien les choses un peu de science-fiction. Il y a, vous savez, les super-héros, donc les Marvel, les Avengers, donc Superman, Wonder Woman, tous ces gens-là, Batman. Et en fait, il y a dans ce cinéma américain un genre particulier qui consiste à faire ces films où Batman, Superman, Wonder Woman travaillent ensemble et agissent ensemble contre un mal qui les dépasse et qui est beaucoup plus fort qu'eux individuellement, qui s'appelle Thanos en l'occurrence. Et ces films-là s'appellent les Justice League. Donc, c'est des ligues de la justice. Et c'est en fait, tout bêtement, Batman n'est pas assez fort pour tuer Thanos, Superman non plus, mais s'ils se mettent tous ensemble, à ce moment-là, il est possible de gagner. Et cette Justice League, qui est très marketing, hein, très cinéma américain, des super-héros, eh ben, je trouve que c'est une parfaite métaphore de ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a des gens qui font des trucs très bien, comme Simplon, comme d'autres. On est des super-héros, ok, peut-être, et encore, avec toute modestie. Mais des super-héros qui continuent à travailler tout seuls dans leur couloir de nage, ça n'a aucun intérêt. Et donc ça, il faut arrêter ça. Il faut que les super-héros travaillent ensemble. Il faut que les super-héros dans l'État, dans les collectivités locales, dans la philanthropie, dans l'entrepreneuriat social, travaillent ensemble. Il faut des Justice League. Et c'est vraiment là-dessus que moi, je pousse beaucoup parce que les choses qu'on combat nous dépassent tous. Et Simplon ne sera jamais aussi gros que le problème qu'on essaye de résoudre. On ne va pas résoudre tout seul la fracture numérique. Ce n'est pas possible. On ne va pas résoudre nous-mêmes le problème du chômage et du manque de développeurs dans l'industrie technologique. Donc, on ne peut agir qu'ensemble.
et il faut qu'on agisse ensemble. Et on a encore des résistances à le faire. Et donc, en parler, soutenir des initiatives comme la vôtre, comme celle du Rameau, mettre en visibilité la puissance des alliances quand elles se déploient, c'est quelque chose qui est aussi important que notre impact. Et donc, moi, mon enjeu à Simplon, c'est de continuer à travailler à ce génie des alliances, mais surtout, maintenant, ma feuille de route, c'est comment je peux grossir l'impact de Simplon sans faire grossir Simplon. Comment je peux grossir mon impact en me mixant, en m'articulant, en étant en partenariat avec d'autres et pouvoir démultiplier les choses sans forcément que moi je grossisse. Parce qu'on a des financeurs, je vais finir sur un truc un peu polémique, hein, mais qui nous disent « Ah, bah moi, Simplon, je trouve ça bien, mais je préfère l'école 42, ou je préfère Bibliothèques sans frontières, ou je préfère Emmaüs Connect. » Et là, moi, la moutarde me monte au nez et moi, je leur dis « Mais vous êtes stupides, vous devriez nous donner de l'argent pour qu'on travaille plus ensemble. » Emmaüs Connect, l'école 42, Simplon, Bibliothèques sans frontières, on fait tous du numérique, donc il faut qu'on travaille ensemble. Vous ne devriez pas instrumentaliser notre concurrence et dire moi je préfère machin, je préfère truc. Vous devriez nous dire si vous continuez à travailler séparément, je vous le financerai, mais si vous travaillez ensemble, je vous donnerai le double et je vous aiderai encore plus. Et c'est ce genre de plaidoyer et d'arguments qu'on essaye de pousser et c'est pas facile. Donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et c'est là-dessus que je vais finir et que je vais vous laisser me poser des questions. Je suis très fier de ce qu'on a fait à Simplon. On a formé 15 000 personnes, on est dans 23 pays, mais j'ai cette frustration qui est de dire qu'en fait, on aurait pu former 150 000 personnes, 1 million de personnes, si on avait travaillé encore plus de manière collective. Et c'est vraiment ça qui m'anime maintenant. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la méthode Simplon? Parce que vous avez beaucoup parlé des alliances de Simplon, mais il y a quelque chose dans la méthode Simplon qui a été à l'origine de votre développement. Et voilà. Et puis Ouais. après, ben, pour voir les alliances, en quoi les méthodes Simplon se distinguent ou s'articulent avec l'école 42, parce que je ne suis pas sûr que c'est si facilement miscible que ça. Ce serait une manière d'aborder la question des alliances. Ouais. Effectivement, j'ai pas insisté là-dessus. La méthode Simplon, elle a été toujours considérée comme très innovante. Et moi, là aussi, il ne faut pas manquer de modestie. En fait, ce n'est pas innovant du tout. Cette méthode-là, elle existe depuis des millénaires. J'ai trouvé une citation d'Aristote qui dit ce que nous devons faire, nous devons l'apprendre en faisant. Donc, en fait, c'est le learning by doing. C'est la méthode de pédagogie active. Donc, là encore, ce n'est pas Simplon qui l'a inventé, mais nous, on la pousse à son extrême limite et on l'applique au numérique. À Simplon, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de théorie et il n'y a pas de prof. Donc, ce n'est pas comme à 42 où il n'y a carrément pas de prof. Nous, ce n'est pas des profs qu'on a, c'est des professionnels du métier visé, donc des développeurs, des gens dans la cybersécurité, qui arrêtent de faire leur métier de développeur et qui viennent transmettre ce que c'est que ce métier-là à des apprenants. Donc, en fait, c'est comme les écoles de production, comme l'AFPA, comme les compagnons du devoir, comme toutes ces choses-là qu'on n'a pas inventées. C'est des professionnels du métier qui viennent apprendre le métier à des gens qui ne font que des projets. C'est-à-dire qu'ils font 100 fois sur le métier. C'est-à-dire qu'ils font des projets, ils font des challenges, ils répondent à des commandes, ils font ce qu'ils vont faire en entreprise. Et une école Simplon, c'est un simulateur de vol, comme pour un pilote de chasse. Vous voyez, avant qu'on donne un avion à un pilote de chasse, d'abord, il fait du simulateur de vol. Ben, nous, c'est exactement la même chose. Cette méthode-là, elle est très bête hein, parce qu'elle existe depuis toujours, mais en gros, on apprend en faisant avec des professionnels du métier et on ne fait pas de théorie, on ne fait que de la production. Et ça fonctionne super bien parce que vous prenez un décrocheur scolaire, s'il fait ça pendant 6 mois, que des projets avec des professionnels, ben en fait, sa montée en compétence, elle est très, très forte. Et quand il arrive pour son alternance ou dans son premier emploi, ça fait déjà 6 mois qu'il fait du boulot comme il va faire en entreprise. Et il y a plein de gens qui ont fait des écoles, des IUT ou des facs. En fait, ils découvrent le monde de l'entreprise quand ils arrivent dans l'entreprise. Alors que nous, ils sont déjà à fond les ballons et ils ont déjà fait plein de projets. Donc, c'est ça qui fait que cette méthode, elle est très particulière et qu'elle est aussi très exigeante et très difficile. Les professionnels en question, d'où ils viennent? Et ben du métier. C'est-à-dire que c'est là où c'est Non, difficile pour nous. physiquement, ils viennent chez vous ou, Oui. Nous, on fait que du présentiel. Hein, c'est pas des MOOC, c'est pas du. donc, ils sont du métier, mais ils viennent chez vous, donc ils arrêtent, ils quittent C'est ça, momentanément leur job. Ou alors, exactement. est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre à leur job qu'ils font faire aux jeunes?
Alors, soit ils sont à mi-temps ou à deux tiers temps et ils gardent une activité de freelance, soit ils font une parenthèse en fait sur leur métier de producteur et ils deviennent formateurs pendant un temps et après ils retournent dans la vie professionnelle normale. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est que des professionnels salariés en face à face dans les. Et ils sont bénévoles ou les Non, non, salariés? ils sont salariés ou freelance. Nous, chez nous, il n'y a pas de bénévoles. On est une entreprise sociale, donc on n'a pas D'accord. de bénévoles, aucun. Et Et je vous les laisse élèves? imaginer, ouais, je vous laisse imaginer, un développeur, c'est déjà difficile à trouver. Mais alors, un développeur expérimenté qui vient transmettre ses compétences, imaginez comme c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup et nous, on les paye au prix de l'économie sociale et solidaire, pas au prix de Microsoft. Et Donc, en fait, pourquoi, les gens, pourquoi vous les trouvez? parce qu'ils Parce que sont attirés, vous vous développez très vite quand même. ouais, bah, ils sont attirés par le côté social de Simplon et puis parce que c'est des gens qui ont envie de transmettre. Et donc, en fait, ils abandonnent une partie de leur rémunération en ayant des salaires de l'économie sociale et solidaire parce que transmettre ce qu'ils ont appris et former des gens et voir qu'ils vont trouver un job dans les mois qui sortent, qui suivent et que ça va changer leur vie, ça leur apporte beaucoup plus que deux tiers de salaire en plus, quoi. Donc, ça, on joue là-dessus, mais c'est extrêmement difficile de les Mm. convaincre parce que à côté, ils pourraient gagner deux ou trois fois plus. J'avais vu une petite présentation d'une entreprise qui s'appelle Lippi qui avait créé une web school et on voyait le début de la formation. Le début de la formation, c'est des trucs tout bêtes, comment taper sur un clavier, comment allumer un ordinateur, enfin, des trucs extrêmement basiques qui doivent carrément casser les pieds à un professionnel. Comment est-ce que vous faites faire les premiers pas de décrocheurs, par exemple? Est-ce que c'est directement sur un projet, sur un vrai, sur des jeux, sur des exercices? Ouais, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer les gens en formation, il faut qu'on voit s'ils sont faits pour ça et si ils vont s'éclater ou si ça va être un crève-cœur pour eux. Parce que sinon, ce serait un échec pour eux de rentrer en formation et de décrocher. On n'a que 2% de décrochage. Et personne ne connaît ce genre de taux dans la formation professionnelle. La plupart du temps, c'est énorme. En fait, on les met dans le bain, pas Donc, avec des pardon, de projets. décrocheurs une fois que vous avez accepté. C'est ça, une Et, fois que vous avez et accepté. la proportion de ceux que vous n'acceptez pas, elle est de combien? On garde que 15% des candidats. Ah oui, donc Voilà. on peut dire aussi qu'il y a 85% Ouais, qui arrivent, pas- enfin, qui n'accrochent pas. qui n'accrochent pas, mais la plupart du temps, on va dire, soit c'est parce qu'ils sont pas faits pour ça, et donc en fait, vaut mieux pas qu'ils viennent chez nous ou qu'ils s'intéressent au métier du numérique, soit c'est parce qu'on manque de financement pour avoir des places supplémentaires. Mhm. Mais effectivement, donc on leur fait faire des défis, on les fait coder, on leur fait mettre les mains dans le cambouis via des plateformes, on leur demande de répondre à des challenges, voilà, on les Mhm. met en situation pour qu'ils voient tout de suite s'ils sont faits pour ça ou pas, quoi. D'accord. Et la différence avec l'école 42, c'est un point important. Effectivement, l'école 42, elle est gratuite, elle s'adresse à des gens complètement open, sans prérequis. Mais il y a des grosses, grosses différences avec l'école Simplon, hein. Donc, c'est très, très élitiste, l'école 42. Donc, en fait, nous, on a que 15% des gens qui passent la barre pour rentrer chez nous. Mais cette barre-là, elle n'est pas en fonction du niveau. Elle est en fonction de la motivation ou de l'appétence. À l'école 42, il y a la piscine. Et donc, en fait, il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus qui rentrent dans la Mhm. piscine. Et dans la piscine, elle s'appelle la piscine parce qu'en fait, les gens ne savent pas nager et qu'on les envoie dans une piscine et qu'on ne garde que ceux qui ne se noient pas. Donc, Mhm. ça, c'est quand même Et ceux qui se noient, on ne dit pas ce qui leur arrive. non, voilà. Et d'ailleurs, même ceux qui rentrent à 42, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent après. Ils sont assez, Ouais. ouais, assez réticents à donner leurs stats. Et à 42, il n'y a pas de prof. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine qui donne des exercices aux apprenants qui se corrigent les uns les autres. Donc en fait, c'est assez différent en termes de pédagogie, hein. C'est très très puissant, mais ça ne marche qu'avec des gens qui sont déjà très autonomes, ce qui n'est pas le cas des gens qui rentrent à Simplon, hein, qui ont décroché du système ou qui sont réfugiés ou en situation de handicap. Et donc c'est effectivement une école d'élite, mais elle est gratuite et elle est inclusive en ce sens que tout le monde peut y rentrer. Mais c'est une école d'élite. Ouais, Et alors, une alliance avec l'école 42 plus une autre qui a d'autres méthodes, comment c'est possible? Alors déjà, il y a des porosités entre les deux modèles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font Simplon et qui après font l'école 42. Il y a des Voilà. gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la piscine de 42 qui font Simplon après. On a Mhm. des gens de l'école 42 qui sont formateurs à Simplon Mhm. et vice-versa. Et surtout, on a fait des hackathons ensemble. Comment dire, on va aller voir Pôle emploi en disant bah, donnez-nous des candidats et on va en trouver qui vont aller à Simplon et d'autres à 42. Donc on source ensemble des candidats. Et nos amis de l'ECP qui ne sont pas connectés, mais je leur fais un petit coucou.
eux, ils se sont dit, pour couvrir le Maroc d'écoles numériques, en fait, il ne faut pas qu'on choisisse entre Simplon et 42 parce que les deux modèles sont géniaux. Donc, en fait, ils ont déployé les deux. Et avec la force de frappe de l'OCP, qu'on connaît bien, ils ont ouvert 3 écoles 42 et 3 écoles Simplon dans 3 sites miniers de l'OCP. Et là encore, c'est des endroits où vous n'auriez pas l'idée de faire une école d'informatique. Quand vous allez à Youssoufia, à 80 km de Marrakech, en plein milieu du désert, vous avez 60 000 habitants, un site minier de l'OCP pour le phosphate et une école Simplon. Et les gens, en fait, se forment au numérique là-bas. Donc, eux, ils n'ont pas choisi entre le modèle parce qu'ils pensent que les deux ont du sens. Donc, ça fait partie de ces collaborations. Et donc, on échange beaucoup sur les placements des entreprises, les apprenants. On est très, très en collaboration avec ces histoires de l'ECP.